Bonjour Thierry Messant, vous nous parlez aujourd'hui depuis Damas. Bonjour à vous, bonjour également à tous nos auditeurs et auditrices. Vous êtes en bonne position, au bon endroit pour nous parler des derniers développements et notamment de cette trêve, de ce cessez-le-feu qui était passé sous les meilleurs bons auspices. Il y avait eu un vote unanime du Conseil de sécurité pour l'appuyer et aujourd'hui il semble remis en question. Alors qu'en dire? D'abord, le Conseil de sécurité a bien voté qu'il prenait bonne note de ce cessez-le-feu, mais ne l'a jamais approuvé. Il en a pris bonne note, ce n'est pas la même chose. Et les délégations de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis ont vertement critiqué le principe même de ce cessez-le-feu, c'est-à-dire le principe d'un accord entre la Russie et la Turquie. Donc, comme ils sont opposés, on se doute que par-dessous, ils essayent de saboter ce qui se passe. Et effectivement, les groupes qui avaient signé ce cessez-le-feu, certains de ces groupes sont en train de se diviser et d'essayer de se retirer du cessez-le-feu. Alors c'est notamment vrai avec un groupe qui est installé dans la banlieue de Damas, qui est un groupe qui est dirigé par la famille Allouche. Alors il a changé plusieurs fois de nom, mais ce groupe en réalité est encadré par les forces spéciales du Royaume-Uni, ici, dans la banlieue de Damas. Donc, quand on nous dit que c'est ce groupe qui décide tout d'un coup que finalement il se retire du cessez-le-feu, il faut comprendre que c'est simplement une initiative britannique pour saboter la paix. Voilà. Alors, le prétexte choisi, c'est la bataille qui continue à Wadi Barada, à 20 km d'ici. Donc, c'est là que se trouvent les sources qui approvisionnent la ville de Damas. Une partie de la ville, au moins. Avant eux, il y a eu une bataille déjà à cet endroit-là, et les djihadistes ont pollué les sources. C'est bien que là, depuis maintenant une dizaine de jours, il n'y a plus d'eau du tout à Damas. Chacun doit se débrouiller comme il peut. Hein. Oui, ils ont répandu du fioul, si j'ai bien compris. Enfin, c'est un acte de guerre. Alors, ils n'ont pas déversé des agents biologiques ou chimiques, mais si la population a de l'eau 2 heures par jour ou 4 heures par semaine... Non, il n'y a pas d'eau du tout. Même plus d'eau du tout. Non, il n'y a pas d'eau du tout. Ah ça, la presse ici nous le cache soigneusement. Donc là, on comprend bien que c'est un casus belli. Cessez-le-feu ou pas cessez-le-feu, on est bien obligé de réagir. Oui, absolument. Donc là, pour le moment, la population ici ne survit que parce que, à certains moments, là pour le moment c'est arrivé 2 fois ici, donc dans une dizaine de jours, un camion de l'État est passé et a donner de l'eau aux gens. Oui, vous parlez à l'endroit où vous habitez, Thierry, c'est-à-dire à l'extérieur de Damas. Voilà, juste à l'extérieur de Damas, je suis, oui. On n'a pas besoin de donner des détails. Non, inutile de donner, mais enfin bon, Damas c'est très vaste, c'est 10 millions de personnes, et la périphérie est grande. Ça peut être à l'est, au sud, à l'ouest. Il faut spécifier, quand on parle de Damas, il y a la ville de Damas. Donc je suis juste à l'extérieur de la ville de Damas, et il y a le gouvernorat de Damas, c'est-à-dire comme on parle de l'Île-de-France, pour nous Paris et l'Île-de-France, voilà. Mais le même mot est utilisé à la fois... Et à travers vos propos, on est en train de comprendre ce que la presse ne nous dit pas, c'est que la guerre se poursuit aux abords de Damas, même à proxy immédiat du centre de Damas. Je pense à la porte Bab el-Touma, le quartier chrétien, et on sait qu'il y a des combats qui se déroulent à proximité, et que même s'il y a aujourd'hui une grande victoire comme la victoire d'Alep, nous allons en parler tout à l'heure, cette victoire est loin d'avoir décidé du sort de la guerre, même si nous en sommes à un tournant. Alors, il y a eu un autre fait qui a déterminé peut-être les organisations, mais on nous dit 6 sur je ne sais pas combien, 6 organisations terroristes, rebelles, personne n'ose quand même dire résistantes. Hein. En dehors
donc de Daesh et de Al-Qaïda, qui sont laissés de côté et qui ne font pas partie du cessez-le-feu. Il y a eu hier apparemment des bombardements turcs au nord de la Syrie et qui étaient des mesures de rétorsion. Alors là, apparemment contre Al-Nosra, qui était jusqu'à présent l'allié d'Ankara, suite à l'attentat du club Rena à Istanbul. Club, je le rappelle, je le souligne, qui touchait essentiellement des étrangers, mais plus particulièrement des chrétiens. Ce qui n'a pas été dit du tout dans la presse française et européenne. D'abord, la presse française ne cherche pas à expliquer ce qui se passe, elle cherche à défendre les intérêts des autorités françaises. Donc, on ne peut pas comprendre uniquement en lisant ces journaux. Non seulement on ne peut pas comprendre, mais on peut... il est de plus en plus clair que cette presse est une presse qui fait de la propagande et non pas de l'information. Et quand vous parlez des autorités françaises, il s'agit des minorités au pouvoir. Contrairement à ce que l'on pense, la France n'est pas gouvernée par une majorité, mais par un conglomérat de micro-minorités plus ou moins actives qui vont du Parti communiste, qui allait du Parti communiste en passant par les Verts jusqu'aux socialistes et aux radicaux. Mais il n'y a pas de majorité définitive. Donc nous sommes en France dans un système de dictature des minorités sur la majorité. Je ne sais pas comment il faut la qualifier, la majorité silencieuse, en tout cas la majorité qui n'a plus le droit à la parole. En tout cas, je pense que personne ne sait bien pourquoi les autorités françaises ont engagé le pays dans cette guerre. Oui, vous voulez nous le rappeler en un mot ? Oui, donc il n'y a aucun intérêt pour le peuple français dans cette guerre, bien au contraire. Je rappelle que la Syrie était considérée comme un allié de la France avant cette guerre, que la Syrie a mis fin à la guerre du Liban et que tout le monde lui en était reconnaissant. Mais certains éléments de la classe dirigeante considèrent que il faut recoloniser cette région. Et je dis recoloniser puisque vous savez que la Syrie a été jadis une colonie française pendant l'entre-deux-guerres. Oui, un mandat, c'était sous mandat, on peut peut-être pas exactement parler de colonie. C'est-à-dire que c'était une colonie qui devait devenir indépendante, c'est ça que signifie un mandat, hein, mais ça reste une colonie, même si ça doit devenir indépendant. Et le président Giscard d'Estaing, récemment, enfin l'année dernière, quand le président Hollande était allé aux Nations Unies, Valéry Giscard d'Estaing, dans une interview aux Parisiens, avait dit qu'il était temps de rétablir un mandat de l'ONU sur la Syrie. Donc, c'est très clair, il s'agit bien de recoloniser ce pays. Et pour la petite histoire, Valéry Giscard d'Estaing, c'est le petit-neveu de Monsieur Picot, les accords Sykes-Picot, qui pendant la Première Guerre mondiale, Georges Picot avait divisé cette région, et pas seulement cette région, d'ailleurs l'ensemble du monde. Ils avaient défini comment les Britanniques, les Russes et les Français allaient se partager le monde une fois la guerre terminée. On se partageait le cadavre de l'Empire ottoman. Voilà, et les accords dont on parle étaient valables pour l'ensemble du monde, mais seule la partie concernant l'Empire ottoman a été appliquée. Et c'était en 1916, c'était un apport secret qui n'a été révélé que par la révolution bolchevique lorsque les archives impériales russes ont été ouvertes. C'est pourquoi on... Non, c'est même plus compliqué que ça. C'est parce que les soviétiques, en fait, étaient liés à certains groupes en Turquie et qu'ils étaient de ce fait opposés au démantèlement tel que ça se présentait de l'Empire turc. Il faudrait que vous nous précisiez ça un jour ou l'autre. Donc la guerre risque de reprendre, mais la paix ou le cessez-le-feu torpillé, entre autres par les Anglais, on peut bien imaginer que ce cessez-le-feu, c'est-à-dire, on peut appeler ça la Pax Russiana, que sais-je, ne fait pas plaisir à tout le monde, et surtout que
à quelques jours de la prise de pouvoir de Donald Trump, on peut imaginer qu'il va y avoir un reflux américain au Proche-Orient, que Trump tournera ses regards vers l'Asie et qu'aujourd'hui il faut marquer le plus possible de points sur ce champ de bataille qui est le Proche-Orient ou le Levant, et avant justement la passation des pouvoirs. Oui, bien évidemment. En fait, le président Poutine a décidé d'utiliser la période de transition aux États-Unis pour régler ce qu'il n'arrivait pas à faire pendant les mandats de Barack Obama. Donc, faut bien comprendre, ici se déroule depuis plus de 5 ans une guerre qui n'a pas d'équivalent connu, parce que cette guerre, d'abord, elle est menée par la plus grande coalition de l'histoire. Je vous rappelle qu'il y avait 116 États et organisations internationales qui ont participé à la conférence dite des Amis de la Syrie en juillet 2012 à Paris pour renverser officiellement la République arabe syrienne. Donc c'est la plus grande coalition, ça n'est jamais arrivé, même pendant les guerres mondiales. Disons, c'est une guerre mondiale, en tout cas c'est une guerre internationale. Sans parler des mercenaires, des djihadistes qui sont arrivés d'une centaine de pays également. Alors des mercenaires, il y en a en très très grand nombre. Je pense que vraiment ce qu'on raconte dans les journaux européens, c'est assez risible, parce que on nous dit qu'il y aurait quelques milliers ici, quelques milliers là. Pendant cette guerre, il y a au moins 250 000 combattants qui sont arrivés de l'étranger. Mais ils ne sont pas tous restés, mais qui sont passés sur le front. Oui, au moins 250 000 qui sont venus ici. Dont 5 000 Il y en a au moins 50 000. 5 000 Tunisiens pour un tout petit pays de 11 millions d'habitants. Oui, mais ce sont des quantités de combattants qu'il faut mesurer à l'aune de ce qu'est une armée régulière. Aucune armée régulière, normalement, n'a 250 000 hommes à fournir comme ça. Hein? C'est considérable, cette agression. Ces gens, au début, ils n'étaient pas formés. Hein. Au début, c'était juste, on faisait venir des voyous ici. Mais aujourd'hui, les gens qui combattent ici, ils ont tous été formés, soit dans leur pays d'origine, soit ils ont reçu une formation du Pentagone ou de la CIA. Donc c'est des gens vraiment des professionnels maintenant. Et au niveau de l'armement, ils ont l'armement dernier cri. L'armée arabe syrienne est toujours sous embargo depuis 2005. Non. Depuis 2005... C'est l'armée gouvernementale. Hein. L'armée arabe syrienne est l'armée gouvernementale. Donc cette armée n'a pas d'armement neuf qu'elle puisse acheter sur les marchés internationaux depuis plus de 10 ans. Donc il y a un décalage dans l'armement entre le pays qui résiste et les gens qui l'agressent qui est absolument considérable. Même si ce décalage tend à se réduire maintenant du fait de la présence russe et de la diffusion d'armements russes. Oui, ce qui signifie que contrairement à ce qui a été dit, mais là aussi les médias européens mettent un bémol, on ne parle plus de guerre civile, on est bien dans un cas de figure de conflagration internationale, pour ne pas dire globale. Mais ça, c'est un fait qui est caché. Alors que pensez Thierry, que pensez-vous de cette reprise d'Alep, des quartiers est d'Alep, qui ont donné l'occasion d'un déferlement médiatique de pleurnicheries sur les hôpitaux bombardés, les petites filles malheureuses, alors que Alep Ouest, qui comptait 1 million 100 000 habitants, était constamment tous les jours bombardé par les terroristes d'Alep Est, mais qu'on ne parlait jamais des morts civiles du mauvais côté, c'est-à-dire du côté gouvernemental. Ça, c'est un parti pris depuis le début de cette guerre, où on ne rend pas compte de ce qui se passe du côté gouvernemental, c'est-à-dire du côté où habite la population quand même, hein, puisque l'immense majorité des gens est venue se réfugier sous la protection de la République. Bon, il reste, je ne sais pas combien de personnes dans les territoires qui sont occupés par les djihadistes, peut-être 5% de la population, mais certainement pas plus que ça. Hein. Alors, à Alep Est,
c'était un enjeu très particulier parce que c'est la capitale économique du pays depuis toujours et que cette ville se trouve à quelques kilomètres de la frontière turque. Je dis quelques kilomètres parce que normalement ça doit faire, je sais pas, une trentaine de kilomètres, mais comme les Turcs ont installé leur armée en territoire syrien déjà depuis un certain temps, enfin, ils ont grignoté kilomètre après kilomètre, finalement ils allaient bientôt se trouver à Alep. D'ailleurs, l'armée turque a envoyé du personnel à Alep et a pillé les usines d'Alep. Je dis piller parce qu'on a démonté toutes les machines-outils qui se trouvaient à Alep et on les a envoyées en Turquie où elles sont actuellement utilisées par l'industrie turque. C'est un pillage tel qu'on le pratiquait au Moyen-Âge. Ou tel qu'on l'a pratiqué en 1944-45, quand les armées soviétiques, en 1945, les armées soviétiques ont déferlé sur l'Allemagne nationale-socialiste, l'Allemagne vaincue, et ont démonté toutes les machines-outils, ont transporté les usines à l'Est, derrière le rideau de fer. Pardonnez-moi pour cette comparaison peu politiquement correcte. L'Union soviétique avait souffert de l'invasion nazie, alors que la Turquie n'a rien à reprocher à la Syrie, bien au contraire. Voilà. Donc, cette proximité avec la Turquie a permis à l'OTAN d'amener un grand nombre de combattants et d'armements à Alep-Est. Je dis un grand nombre. À Alep-Est, on soutient donc aux rebelles et aux terroristes d'Al-Nusra, etc. Alors, de l'armée syrienne libre. Pardon, les rebelles ici, moi je les connais pas. Je vais dire les choses très clairement. Il y a eu des rebelles au début, et il faut bien comprendre que les gens qui étaient rebelles au début, c'est parce qu'on leur disait que le gouvernement allait tomber. On répétait tous les jours à la télévision que Bachar el-Assad doit partir, que déjà il est dans un avion, etc. Bon. Donc, ils étaient persuadés que le gouvernement allait tomber et ils ont pris les armes, non pas pour renverser ce gouvernement, puisqu'ils pensaient qu'il allait tomber du fait de l'OTAN, mais pour se défendre eux-mêmes. Donc, rebelles, oui, mais vis-à-vis de qui, je ne sais pas. Hein. Et ces gens, progressivement, se sont rendus compte qu'en fait, l'État résistait et qu'ils n'avaient pas de raison de prendre les armes contre lui. Au contraire, puisque l'État, en résistant, les protégeait. Bon. Donc les seuls rebelles, les seules personnes qu'on peut qualifier de rebelles aujourd'hui, ce sont les Syriens qui soutiennent les frères musulmans et leur projet d'islamisation selon leur vision de l'islam, d'islamisation du pays. Donc un islam, en fait, il faut dire un islamisme qui est un petit peu moins rigoureux, mais qui est un précurseur du wahhabisme de Daesh ou d'Al-Qaïda. Oui, oui. Mais donc, ce sont des gens qui sont, je sais pas, c'est quelques dizaines de milliers de personnes ici. C'est bon, allez, allons-y pour 100 000, mais vous n'en trouverez pas plus qui sont sur cette ligne-là. Donc la Turquie soulignait ces gens à Alep-Est. Oui, donc après vous avez des gens qui sont des collaborateurs de l'envahisseur. Bon, ça dans tous les conflits il y en a, et ici aussi. Combien sont-ils? Je sais pas, 4-5% de la population, mais pas plus que ça. Et au-delà, tout le monde est du côté de la République. Voilà. Alors, lorsque Alep-Est est tombé, les médias européens nous disaient qu'il y avait 300 000 civils, je répète, 300 000 civils, plus les combattants qui se trouvaient dans cette ville. Or, lorsque la ville est tombée, on a compté 120 000 civils qui ont été enregistrés par la République, mais aussi par les Nations Unies qui assistaient à cet enregistrement. Hein. Donc il y avait 120 000 civils, et il y a eu 40 000 personnes en plus, principalement des combattants, mais aussi des membres de leur famille, qui ont demandé à être exfiltrés. Voilà, donc il y avait 40 000 combattants et 120 000 civils.
Donc ça vous donne l'idée du mensonge occidental où tout est toujours multiplié. Oui, déformé, grossi. Oui. Alors ces combattants, je ne sais pas quelle est leur nationalité. Personne ne le sait. C'est impossible à dire. Mais on a dit, Thierry, pardonnez-moi, je vous interromps, on a dit qu'on avait identifié, je ne sais pas s'ils ont été capturés, 14 officiers des services de renseignement occidentaux, un Américain, un Israélien, des Turcs et surtout beaucoup de Saoudiens. Alors qu'en est-il? On ne les a pas vus à la télévision. Non, alors on ne les verra pas à la télévision parce que la Convention de Genève interdit que l'on montre des prisonniers de guerre. Donc vous ne les verrez pas, c'est normal. Il y a déjà eu des prisonniers occidentaux au début de cette guerre. Il y a eu notamment 19 soldats français, soldats réguliers de l'armée française, qui ont été faits prisonniers ici, et qui ont été restitués à l'amiral Édouard Guillot, qui était alors le chef d'état-major français, qui est venu les chercher à la frontière libanaise. Ici, c'était en 2012, après la chute de l'émirat islamique de Bab al-Amr. Donc, personne ne disait en Occident que c'est un émirat islamique, on disait au contraire que c'était des rebelles démocrates, etc. Mais quand même, là-bas, on a égorgé plus de 150 personnes dans cet émirat islamique. Donc, quand cet émirat est tombé, qu'on a libéré Bab al-Amr, à ce moment-là, 19 soldats français ont été restitués à la France et il y a eu un accord entre la France et la Syrie pour mettre fin à cette guerre. Et effectivement, dans les 3 mois qui ont suivi, il n'y a rien eu au plan militaire, mais François Hollande est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas trouvé engagé par les accords négociés par le président Sarkozy, et François Hollande a relancé la guerre, alors cette fois-ci une guerre gigantesque, sans grand rapport avec la guerre de 4e génération précédente. Puisque M. Hollande et son ministre, M. Fabius, étaient des va-t-en-guerre, qui soutenaient d'ailleurs les fameux rebelles dits modérés, en fait les égorgeurs modérés d'Al-Nosra, ceux-là même qu'apparemment aujourd'hui la Turquie, Ankara, bombarderait. Alors, 2 choses. D'abord, sur le mot rebelle modéré. Donc, cette expression modéré est mal comprise. Parce que on a l'impression que modéré, ça veut dire moins violent que extrémiste. Mais ça n'est pas du tout ça que ça veut dire. Et la meilleure preuve, c'est que au début de cette guerre, vous avez vu un rebelle modéré, vraiment modéré, de l'armée syrienne libre, manger le cœur et le foie d'un soldat syrien et appeler à en faire de même avec tous les alaouites qui se trouvent dans le pays. Donc ça, c'est un modéré. Ça n'a pas donc de rapport avec la violence. Il n'y a pas de différence entre un anthropophage de l'armée syrienne libre et un coupeur de tête de Daesh. Mais pourquoi dit-on modéré? Ça vient d'un document qui n'a jamais été publié, c'est bien dommage, mais ça vient d'un document britannique qui est bien antérieur à cette guerre. Quand les Britanniques ont suggéré aux États-Unis de faire cette guerre ici, et de la faire de cette manière. Dans ce document, on explique que il va falloir gouverner ce pays en s'appuyant sur une petite minorité qui ne pourrait pas exercer le pouvoir sans le soutien des Occidentaux, donc qui sera débitrice vis-à-vis des Occidentaux, et on dit que cette minorité doit être modérée, c'est-à-dire elle doit être modérément anti-impérialiste. Elle doit être modérément nationaliste, modérément souverainiste, si vous voulez. Sous tutelle d'un modérateur. C'est-à-dire que, si vous voulez, Philippe Pétain était un modéré, parce qu'il était modérément anti-allemand, et finalement il faisait un accord avec eux. Voilà. Donc sur cette idée-là, les djihadistes que l'on soutient sont modérément anti-occidentaux, ils sont modérément pro-syriens, ils sont prêts à signer des accords avec l'envahisseur. Alors Thierry, pour les quelques minutes qui nous restent, dites-moi
votre sentiment quant à l'évolution de la guerre maintenant, aujourd'hui, alors que la Russie a pris la main, malgré tout, sur la région, et que le président Trump semble vouloir lui aussi, non peut-être pas entièrement laisser le champ libre à Moscou, président Poutine, mais se désengager plus ou moins de la Russie. Et puis, deuxième question, j'aimerais ensuite que vous passiez à votre analyse sur le retournement d'alliance qui semble aujourd'hui se dessiner entre Turquie, pourtant membre de l'OTAN, pilier oriental de l'OTAN, et qui s'ouvrirait à la Russie, qui est traditionnellement, malgré tout, un ennemi quasiment héréditaire. D'abord, la position de Donald Trump en politique internationale a été clairement exprimée par lui après son élection, lors d'un discours dans sa tournée de remerciements, puisque vous savez, ou plutôt vous ne savez pas parce que personne ne vous en parle, que le président élu des États-Unis mène actuellement une tournée dans son pays où il réunit des meetings beaucoup plus importants que ceux qu'il avait pendant sa campagne électorale. Au cours de ces meetings, il présente son équipe et ce qu'il va mettre en œuvre de son programme. Donc ce qu'on sait, c'est que à l'affrontement que les néoconservateurs ont développé depuis 15 ans dans la politique internationale, Donald Trump veut substituer autant que possible une coopération avec les États qui le souhaitent. Donc, en fait, avec tout le monde, puisque personne n'a l'intention d'attaquer les États-Unis. Donc, il a constitué une équipe et une des personnalités les plus importantes, son conseiller national de sécurité, c'est un général qui dirigeait le renseignement militaire et qui était entré en conflit en 2012 avec le président Obama parce qu'il s'opposait au projet du président Obama de créer Daesh. Oui, nous soulignons de créer Daesh. Créature, fabrication américaine. Bon. Alors, il y avait auparavant... On ne risque pas d'entendre ça à TF1. L'Émirat islamique en Irak, qui avait été créé par John Negroponte dans le cadre de la guerre en Irak pour diviser la résistance et faire que les Irakiens se battent entre eux au lieu de résister à l'occupant. Une incidente, Thierry, personne n'est obligé de vous croire puisque nous savons tous que vous êtes un fiefé complotiste. Maintenant, votre lecture des événements nous intéresse au plus haut degré. Voilà, donc moi je suis un fiefé complotiste. Par contre, les États-Unis vous ont toujours dit la vérité, ils vous ont toujours dit que c'était la faute d'Al-Qaïda le 11 septembre et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils soutiennent Al-Qaïda. C'est très très logique, très très logique. Parfaitement cohérent. Donc laissons ces fadaises de côté et regardons la réalité telle qu'elle a lieu. Donc la politique du président Trump, s'il arrive effectivement à la Maison-Blanche et s'il est en mesure de mettre en œuvre ce qu'il souhaite mener comme politique, devrait aboutir à une paix dans cette région, à une paix et au fait que les gens puissent faire du business, comme il dit, les uns avec les autres. Bon. Ensuite, la question de la Turquie. Le président Erdogan n'a guère le choix, parce que du fait de sa propre politique, il se bat aujourd'hui d'abord contre la Syrie, puis il se bat contre les Kurdes turcs. Attention, il y a aussi des Kurdes en Irak et des Kurdes en Syrie, mais il se bat contre les Kurdes turcs du PKK. Ensuite, il se bat contre Daesh. Alors ça, c'est assez original parce que tout le monde sait, nous avons publié plein de documents à ce sujet, que M. Erdogan était d'abord un soutien militaire et financier d'Al-Qaïda, puis il a été un soutien militaire et financier de Daesh. La Russie a déposé des rapports, 5 rapports sur ce sujet au Conseil de sécurité aux Nations Unies, dont bien entendu jamais la presse européenne n'a parlé, mais vous pouvez lire ça sur notre site si vous voulez. Donc, il y a tous les gens qui le soutenaient sont aujourd'hui ses adversaires. Hein.
Ensuite, depuis, disons, 2 ans, le président Erdogan s'est éloigné des États-Unis. Et au bout d'un moment, il s'est vraiment brouillé avec eux. Les États-Unis ont organisé l'affaire du parc Taksin pour lui montrer qu'ils pouvaient le remettre à leur place. Puis après, lors des élections municipales à l'été 2015, les élections législatives à l'été 2015, les États-Unis ont soutenu le parti des minorités et ils l'ont même aidé à se réorganiser. Ce parti est alors rentré à la Grande Assemblée populaire et le président Erdogan a été obligé de dissoudre et de rappeler de nouvelles élections. Cette fois-ci, les États-Unis voulaient se débarrasser démocratiquement de M. Erdogan. Ils ont donc à nouveau aidé son opposition, mais les élections étaient très grossièrement truquées, mais vraiment massivement truquées. Et ça a même été admis par les observateurs de l'Union européenne, mais pas par l'Union européenne elle-même. Donc, le résultat, c'est qu'il a instauré progressivement une dictature. Voyant ça, les États-Unis ont changé leur fusil d'épaule. La CIA a été chargée d'assassiner le président Erdogan. Elle a essayé 3 fois. La 4e fois, c'était ce qu'on a appelé le coup d'État. En fait, on a envoyé des gens pour assassiner le président Erdogan dans l'hôtel où il résidait. Il a été prévenu auparavant. Les assassins ne savaient plus trop quoi faire et ont essayé de lancer un coup d'État pour se sauver eux-mêmes. Évidemment, sans aucune préparation, ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, M. Erdogan est cerné de toutes parts. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, pourquoi ne pas changer d'alliance quand c'est comme ça? D'où sa discussion avec la Russie et sa discussion également avec la Syrie, même si personne n'en parle. Donc, les choses vont évoluer lentement. M. Erdogan ne peut pas, du jour au lendemain, annoncer que finalement... Qu'il a renoncé à toutes ses ambitions régionales, au leadership régional, au leadership sunnite, et qu'aujourd'hui il est obligé d'embrasser ses ennemis d'hier, la Russie, l'Iran, le Hezbollah. Il est allé à Canossa en quelque sorte. Mais oui, au moins, il se montre un grand réaliste politique. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais cependant, il a déjà montré des signes de changement. Le fait qu'il ait été discuté publiquement avec l'Iran, qu'il ait participé à des négociations à Moscou avec les Iraniens, tout ça, ça montre qu'il n'est plus question qu'il soit le leader du monde sunnite contre le monde chiite. Cette idée-là est complètement abandonnée. Il n'y a que les Saoudiens qui continuent à prêcher la fitna, la division dans le monde musulman et l'opposition entre les uns et les autres. Voilà. Donc, ça s'est abandonné. Il reste encore beaucoup de pas à faire. Mais pour faire ces pas, les Russes ont déjà annoncé, par exemple, les négociations d'Astana, au Kazakhstan. Donc, si les Turcs y participent, et normalement, il devrait être là-bas. Chacun pourra constater qu'il ne sont... Négociation pour un cessez-le-feu permanent en Syrie. Je reprécise bien. Voilà, mais les négociations d'Astana ne seront pas avec les mêmes partenaires que les négociations de Genève. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les Occidentaux, il n'y a pas les Américains, il n'y a pas les Français, et il n'y a pas les Britanniques. Oui, mais ce qui compte, c'est quels sont les Syriens qui sont là. À Genève, les Syriens qui étaient là, c'était tous des poupées des Occidentaux, hein, des marionnettes, des gens qui ne représentaient rien à l'intérieur du pays et qui venaient défendre les intérêts des Occidentaux tout en étant Syriens. Donc, les négociations d'Astana vont avoir lieu, au contraire, avec l'opposition intérieure, les gens qui vivent ici. Hein. Et comme dans tout pays, il y a un gouvernement et une opposition. Hein. Même si, lorsque le pays est attaqué, l'opposition et le gouvernement travaillent ensemble contre l'envahisseur. C'est tout à fait normal, tout ça. Hein. Donc, on va redéfinir les conditions de l'union nationale à Astana.
Et ça permettra à la Turquie de montrer qu'elle ne parle plus aux mêmes Syriens. Voilà. Alors, un dernier mot, un mot ultime. Pensez-vous que la série d'attentats qui a touché Istanbul, mais plus particulièrement le dernier, qui touchait, comme je l'ai dit, des étrangers, mais également surtout des chrétiens, est destiné à faire capoter la politique d'Erdogan, à affaiblir le pays économiquement, politiquement, pour remettre en cause toutes les avancées qui aujourd'hui ont pu être effectuées en faveur de la paix. Ça sera notre dernier mot. D'abord, il faut distinguer Erdogan et la Turquie, puisque maintenant, vu de l'extérieur, c'est deux choses tout à fait différentes. Donc les gens qui ont organisé cet attentat, comme ceux qui ont organisé l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara, ce sont ceux qui sont opposés à l'évolution actuelle que le président Erdogan donne à la Turquie. Mais ils ne sont pas nécessairement opposés à la Turquie sans Erdogan. L'assassinat de l'ambassadeur de Russie a été clairement perpétré par les Israéliens. Mais l'attentat de la boîte de nuit dans la partie européenne d'Istanbul a un autre sens. Il ne s'agit pas uniquement d'empêcher le retournement de la Turquie, il s'agit de remettre en cause l'idée même de la paix. Parce que le président Erdogan va être amené à faire la paix, mais il va être amené à ça pour se sauver lui-même. Alors que les gens qui ont fait l'attentat à Istanbul, ces gens-là veulent poursuivre la guerre avec ou sans Erdogan d'un côté ou d'un autre. Thierry Messant, merci infiniment. Ce premier rendez-vous sera suivi par beaucoup d'autres. Nous comptons sur vous pour intervenir à chaque fois que vous le souhaiterez ou que nous vous le demanderons pour nous commander cette actualité en direct. Je rappelle que vous êtes résident à Damas depuis au moins maintenant 5 ans et que vous suivez ces affaires pas à pas en connexion, si l'on peut dire, aussi bien avec les autorités syriennes, mais qu'avec des représentants de la Fédération de Russie. Merci encore, nous vous souhaitons une bonne année et nous souhaitons surtout une bonne année à la paix et à toute la Syrie. On vous dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir Thierry.